Bonsoir. Bonsoir, je suis un peu enroué. Merci pour l'accueil. C'est avec beaucoup d'émotion et de plaisir que nous sommes ici aujourd'hui pour vous témoigner, pour essayer de dire ce qui se passe en Guadeloupe, mais surtout pour vous remercier de votre soutien. Car on le sait depuis toujours, les organisations syndicales, CGT, FO l'ont rappelé. Nous avons un soutien des organisations, des associations, des personnalités ici ou ailleurs qui nous envoient beaucoup de force en Guadeloupe pour continuer la lutte. Je vais, dans mes propos, revenir sur ce qui s'est passé depuis décembre 2008 très rapidement, parce qu'en fait, le mouvement a réellement commencé le 16 décembre 2008. Le 16 décembre 2008, après qu'une vingtaine d'organisations syndicales, politiques, associations de défense des consommateurs, la défense de l'environnement et de mouvements culturels se sont rencontrés, le 5 décembre, nous avons décidé de manifester sur la problématique des prix, des carburants, des produits de première nécessité, des rémunérations et des conditions de vie. Ce jour-là, on était le mardi 16 décembre, le sous-préfet de Pointe-à-Pitre, M. Renouf, à l'époque, a refusé dans un premier temps de nous recevoir. Et nous lui avons dit que nous allons faire marcher autour de Pointe-à-Pitre. Et rester à marcher autour de Pointe-à-Pitre tant qu'il ne nous recevra pas. Nous avons eu le temps de faire 3 tours de Pointe-à-Pitre. C'est pas Paris, mais c'est quand même long. Et au bout de 3 tours de Pointe-à-Pitre, il était environ 17h30, il a accepté de nous recevoir pour nous dire qu'il ne nous recevait pas aux civilités, mais qu'il n'avait rien à nous dire sur les revendications qui étaient posées. Nous lui avons demandé de prendre rendez-vous avec le préfet, ce qui a été fait pour le mercredi 17 décembre. Et le mercredi 17 décembre, nous étions environ 3000 personnes à Basse-Terre. Nous avons fait un tour de Basse-Terre. Le préfet a refusé de nous recevoir au motif qu'il était en train de fêter Noël avec les enfants des agents, du personnel de la préfecture. Nous avons fait la même chose, nous lui avons dit que nous allons faire le tour de Basse-Terre tant qu'il ne nous reçoivra pas. Basse-Terre, c'est pas Pointe-à-Pitre, c'est un peu vallonné, c'était plus difficile. Et il a refusé de nous recevoir. Et à 18h30, nous avons pris l'engagement solennel devant les grilles de la préfecture d'appeler un mouvement général le 20 janvier 2009. Et c'est comme ça que le 20 janvier 2009, ça a démarré. Personne ne savait, surtout pas nous, ce que ça allait donner, qu'on serait resté dans la rue 44 jours et que pas moins, presque environ 100 000 personnes, quasiment 25% de la population guadeloupéenne, seraient descendues dans les rues. Personne ne le savait et nous avons été tous surpris par l'ampleur de la mobilisation. Et pendant le mois du 17 décembre au 20 janvier 2009, nous avons distribué pas moins de 150 000 tracts. Nous avons organisé des meetings, réunions d'information, assemblées générales, partout. Les 2 seuls jours où nous n'étions pas mobilisés à faire ce travail de militants, c'était le 25 décembre et le 1er janvier. Autrement, tous les jours, nous l'avons fait, y compris dans des meetings où il y avait plus d'intervenants que de personnes qui écoutaient. Nous avons quand même continué à le faire. Et c'est ainsi que le mouvement a démarré. Endeuillé par la mort de notre camarade Jacques Minot, dont la photo est derrière. Jusqu'à maintenant, nous n'avons aucune certitude. La vérité n'a toujours pas été faite sur la mort de Jacques Minot. Il y a un jeune qui se nomme Alexis, qui est en prison. Mais d'après les éléments de notre possession, rien ne prouve que ce soit lui qui est tiré. Et à la journée d'aujourd'hui, l'enquête ne s'est jamais orientée vers le patronat qui avait financé des milices avec des ressortissants caribéens qui étaient venus spécialement en Guadeloupe pour liquider certains syndicalistes. L'enquête n'a jamais été dirigée contre le patronat pour chercher la vérité du côté du patronat, mais particulièrement chez les jeunes et chez les militants syndicaux. La grève a duré 44 jours. Elle aurait pu durer 1 journée, 2 jours, 3 jours, à condition que nous ayons en face de nous des interlocuteurs. Il a fallu 30 jours. Il a fallu 30 jours de marche, de défilé, de protestation pour que nous puissions avoir une intervention de M. Sarkozy. La première intervention que nous avons eue du gouvernement français, c'était celle de Mme Alliot-Marie, qui, visiblement, n'a pas changé. Elle a fait la même intervention que pour la révolte des travailleurs tunisiens. Elle a envoyé une cargaison de gendarmes en Guadeloupe. C'était en février 2009. Bien évidemment, les choses ont continué. Après, M. Gégaud est venu, les négociations ont commencé. M. Gégaud est parti. Jusqu'à maintenant, on ne sait
pas pourquoi, il ne nous a toujours pas dit pourquoi il a quitté la table de négociation. Toujours est-il qu'un protocole a été signé. Un protocole a été signé, tout le monde était satisfait. L'État était satisfait par l'intermédiaire du préfet, le ministre des Domaines était satisfait. Monsieur Lurel, Monsieur Gillot, président du conseil régional et du conseil général, était satisfait. Enfin, et nous étions là et nous attendions la mise en place des différents engagements qui avaient été pris. Curieusement, dans le même temps, M. Sarkozy avait annoncé le 19 février, lors d'une allocution pour les domiens, pour les ultra-périphériques, comme on nous appelle, il avait décidé d'organiser des états généraux. Des états généraux organisés depuis Paris, par Paris, restitués à Paris et organisés sans nous. Car à la journée d'aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, jamais le LKP n'a été invité à participer aux états généraux. Ça ne s'est jamais produit. J'ai été, en tant que secrétaire général de l'UGTG, invité à participer à une réunion sur les états généraux. Mais jamais on nous a demandé notre avis, ni sur les chantiers, ni sur le contenu, ni sur les décisions, ni sur quoi que ce soit. La preuve, aujourd'hui, c'était un mythe total. Ce n'était qu'une escroquerie pour, entre guillemets, reprendre la main. Entre-temps, Mme Bachar est arrivée, puisque pour nous faire plaisir, on a mis une Guadeloupéenne à la tête du ministère des Domaines. Je ne sais pas si on y a gagné quelque chose, parce qu'à la journée d'aujourd'hui, les accords ne sont pas respectés. Nous avons ensuite eu le fameux comité interministériel de l'Outre-mer et les soi-disant 137 mesures du comité interministériel de l'Outre-mer. À la journée d'aujourd'hui, on ne les a toujours pas vus. Je vais revenir sur quelques éléments clés du contenu de l'accord et qui nous tient particulièrement à cœur. Il avait été acté la mise en œuvre d'un budget de plus de 38 millions d'euros pour la formation et l'insertion des jeunes. Cela n'a jamais été fait. Jamais. La Guadeloupe est le seul département de France et de Navarre où il n'y a pas d'AFPA, où il n'y a pas de service public de formation professionnelle. Nous avons un taux de chômage chez les jeunes qui atteint 60%. Nous sommes champions d'Europe du chômage des moins de 25 ans. Juste devant la Réunion et la Martinique. Voilà la réalité. Nous sommes champions en délinquance, champions en sida, champions en crack. Enfin, tout ce qui n'est pas bon, on est champions. On a quelques champions sportifs. Ça fait peut-être l'équilibre, mais voilà la situation. Pareil, un engagement sur la reconstruction du CHU. Nous avons un CHU aujourd'hui qui n'est pas au nom parasismique. S'il y a un séisme tel que celui du Japon ou d'Haïti, ce sont tous les bâtiments publics en Guadeloupe qui tombent. 85% des bâtiments publics en Guadeloupe ne sont pas aux normes parasismiques. L'État s'est engagé, sur la base d'un budget de 550 millions, à entamer la reconstruction du CHU. On n'a rien vu. L'État s'est engagé à mettre 323 millions dans un plan séisme pour la reconstruction et la rénovation pour les mettre aux normes parasismiques. À la journée d'aujourd'hui, 3 bâtiments sont aux normes parasismiques en Guadeloupe. Le commissariat de police, en face du CHU, pour ceux qui viennent en Guadeloupe, en face du CHU, vous avez un super bâtiment. C'est un nouveau commissariat de police. Il est aux normes parasismiques. La caserne des sapeurs-pompiers à Doté-Marozabé, pour ceux qui est un peu logique, et une école à Saint-Claude qui est tout faite depuis septembre 2010, qui est aux normes parasismiques. Autrement, les écoles publiques, les bâtiments publics ne sont pas aux normes. Nous avons également signé avec l'État des engagements par rapport à ce que nous avons appelé, M. Gégaud avait appelé le volontarisme républicain. Il s'agissait de permettre aux cadres guadeloupéens, aux jeunes diplômés non guadeloupéens, d'accéder à des postes de responsabilité tant dans le privé que dans le public. À la journée d'aujourd'hui, la seule personne qui a accédé à une responsabilité, c'est Mme Pochard. Et quand nous posons justement ce problème-là, nous nous sommes fait traiter, nous sommes traités de racisme. Comment voulez-vous, quand vous rentrez à la sous-préfecture, quand vous rentrez à la préfecture, quand vous rentrez à la DRIM, à la DIREC, à la DIEC ou à la DEA maintenant, et quand vous ne voyez pas la sociologie de votre population, mais il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Je me rappelle quand j'étais plus jeune et que je lisais Zambla, Yataka, Hakim, on va appeler ça. Et il y avait un blanc dans la forêt, dans la jungle, qui commandait tous les noirs et tous les animaux. Alors, si votre fils ou votre fille est élevé, est éduqué suivant ce même schéma, il va finir par croire qu'il ne peut pas être cadre, qu'il ne peut pas être directeur, qu'il ne peut pas être cadre financier, qu'il ne peut pas être pilote d'avion. Et en fin de compte, c'est seul modèle, mais c'est Thuram, c'est Marie-Josée Pirec, c'est Gaël, mon fils ou autre.
l'insertion par le sport, oui, c'est bien aussi. On ne doit pas se limiter à ça, on n'est pas seulement fait pour ça. Alors, ça me permet. Ils sont les quotas. En fait, les quotas, j'ai entendu que beaucoup de gens s'indignaient des quotas. Mais les quotas existent chez nous. Il y a des quotas de droit pour accéder à des postes à responsabilité. Depuis toujours. Depuis toujours. Et M. Géco avait dit une formule qui m'avait amusé. Il m'avait dit, j'ai organisé une réunion à la préfecture, j'ai vu qui décide et qui exécute. Il y a un problème. Je dis, ah bon. Parce qu'en fin de compte, on le voit souvent lorsque la cellule OCEP pour les cyclones se réunit dans chaque cyclone. Enfin, lorsqu'il y a un cyclone en Guadeloupe, on le préfère réunir tous les chefs de service. Mais le seul mort, c'est le chef des pompiers. Bon, c'est déjà ça. Il y a quand même un problème. Il y a quand même un problème dans un pays où plus de 90% de la population est d'origine africaine et indienne. Il n'est pas normal que vous ayez dans la salle des machines. Et c'est pareil dans les sociétés qui sont possédées par les Européens, particulièrement par les béquets, les Martiniquais. Mais vous avez dans l'encadrement uniquement des personnes d'origine métropolitaine ou d'origine béquet ou blanc créole. Quelqu'un, un ou deux mulâtres, comme ça, et dans la salle des machines, dans les pièces, dans les entrepôts, vous le trouvez les Guadeloupéens d'origine africaine et indienne. On est dans une classification qui relève de la société de plantation. Et ça, nous n'arrêtons pas de le dénoncer et nous n'arrêterons jamais de le dénoncer. Car c'est un apartheid social. Alors, ce qui est curieux, c'est que quand on le dit, on se fait traiter par deux racistes. Et la première personne à nous avoir traité de raciste, c'était le président du conseil régional socialiste, entre guillemets, soi-disant socialiste, qui nous dit non, vous allez trop loin, c'est du racisme, il ne faut pas dire ça, tout le monde est français. Ah bon? Mais apparemment, il y en a qui sont français, d'autres qui sont moins français que d'autres français. Alors, tout ça pour dire que nous disons et nous réaffirmons qu'aujourd'hui, la Guadeloupe n'est pas un département français, mais une colonie française. Oui, au tête. J'avance pour cela quatre indicateurs. Premier indicateur, la domination économique. Aujourd'hui, il nous reste à peine 50 000 hectares de terres agricoles et la seule politique de l'État et des collectivités, c'est le bétonnage des terres agricoles. Figurez-vous qu'ils sont aujourd'hui, actuellement, en train de mettre en œuvre un port en eau profonde à Jarry. Un port en eau profonde, sur, je ne me rappelle pas, 700 ou 800 mètres, sur une profondeur d'environ 17 mètres, pour permettre à la Guadeloupe d'accueillir les Panamax. Les Panamax, ce sont les nouveaux gros bateaux qui sont construits depuis l'élargissement du canal du Panama. Et ce sont des gros bateaux qui vont sortir d'Asie, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, d'Europe, d'Afrique, et qui vont arriver directement en Guadeloupe. Et la Guadeloupe va servir de port de transbordement pour toute la Caraïbe. Et figurez-vous qu'il est projeté d'accueillir sur le port de Guadeloupe 1 million de conteneurs par an. 1 million, soit 2 conteneurs par an. D'accord? Et le directeur du port que nous avons rencontré, il nous dit oui, ça va développer le commerce en Guadeloupe, il y aura des emplois, oui, 500 emplois de manutentionnaires, d'accord, ok, manutentionnaires. Et ça nous permettra d'acheter des marchandises moins chères. Ah, d'accord. Et les entrepôts, vous les mettez où? Eh bien, figurez-vous que M. Ayot a déjà trouvé la formule, il a acheté, pour ceux qui connaissent, Belle Plaine, nous avons des terrains agricoles où il y avait de la canne à sucre. Eh bien, récemment, M. Ayot a acheté plusieurs hectares de terre pour mettre des hangars. Voilà la réalité. Alors aujourd'hui, on est en train de détruire les terrains agricoles, détruire la production agricole, pour, encore une fois, faire en sorte que nous servions de laboratoire, d'espace de consommation pour les surplus de production qui viennent d'ailleurs. Et quand on leur dit, mais en fin de compte, vous êtes en train non seulement de détruire les terres agricoles, mais également de détruire la production agricole, nous disent non. Mais figurez-vous que quand le conteneur va arriver, il n'y aura pas seulement des pneus, ni des pare-chocs, ni des cuisinières, ni des machines à laver, ce que nous ne produisons pas. Mais il y aura des bananes, il y aura des ignames, il y aura du manioc, il y aura des bananes jaunes, il y aura des mangues, il y aura des melons, des pastèques. Aujourd'hui, l'igname du Costa Rica arrive en Guadeloupe
en décembre à 87 centimes le kilo. Aujourd'hui, il est à peu près à 1,50 € le kilo. Or, les producteurs guadeloupéens font le même igname à 2,50 € le kilo. Tout simplement parce que nous avons des coûts sociaux qui sont différents. En Costa Rica, je ne sais pas, je ne connais pas le système social du Costa Rica, mais je suis certain qu'ils sont payés aux qui n'ont pas de couverture sociale. Alors qu'en Guadeloupe, les travailleurs ont la couverture sociale, ont la garantie sociale. Voilà la différence. Alors aujourd'hui, pareil, M. Ayot a une pêcherie au Brésil. Il fait rentrer du poisson, le même poisson que nous consommons chez nous, et il vend par sachet 2 kg pour 9,90 €. 2 kg de poisson. Le même poisson que vous trouvez sur le marché de Pointe-à-Pitre à 10 € le kilo. Voilà la réalité. Donc aujourd'hui, sous couvert de liberté d'entreprendre, d'espace économique et de transfert de liberté de circulation des personnes et des biens, ils sont en train de détruire la production agricole et de faire de la Guadeloupe une terre de consommation. Et nous disons à cela non. Bien évidemment, quand vous dites non, c'est que vous êtes empêcheur de tout le monde. Vous n'avez rien compris au développement économique. Vous n'êtes pas pour une Guadeloupe conquérante et compétitive sur le marché international. Enfin, quand nous l'avons compris, ils veulent faire de la Guadeloupe un espace où on va faire des expérimentations. Et aujourd'hui, ils ont trouvé la formule. On a pris du temps. Pourquoi on a trouvé la formule? Depuis environ 2 ans, la région Guadeloupe a une habilitation dans le cadre de l'article 73 de la Constitution, une habilitation sur les énergies renouvelables pour faire de l'électricité avec le soleil, avec l'éolien et autres. Ouais. Et figurez-vous, aujourd'hui, il y a quelque chose qui se développe en Guadeloupe, c'est les panneaux solaires. Les panneaux, faire de l'électricité avec des panneaux solaires, avec le soleil. C'est une bonne idée. Sauf qu'aujourd'hui, on met des panneaux solaires sur les terres agricoles. Alors, j'aurais préféré, et je crois que tout le monde aurait préféré, que les panneaux solaires s'aillent sur des collines, sur des rochers, sur les hangars, sur les toitures, mais pas sur du terrain agricole. Les terrains agricoles, c'est pour planter de la nourriture pour nourrir les habitants du pays. Voilà la réalité. Pareil à Marie-Galante. À Marie-Galante, peut-être que vous en avez entendu parler, l'usine de Marie-Galante, l'usine de coton, l'usine à sucre de Marie-Galante est en grande difficulté. C'est un outil industriel qui est très vieux, obsolète, qui menace à tout moment d'exploser. Les chaudières sont en très mauvais état. Et l'État français, avec les investisseurs, mais évidemment avec les élus, on a même un député européen qui est Marie-Galantais, ils disent aux Marie-Galantais de choisir entre une usine bagasse charbon pour produire de l'électricité pour l'usine ou une usine canne fibreuse. Alors, rapidement, la canne fibreuse est une variété de canne qui a très peu de sucre, qui n'a pas du tout de sucre et qui a beaucoup de fibres. Et quand vous la mettez en chaudière, avec la bagasse, ça vous permet de décupler l'énergie qui est la vapeur qui est produite pour faire fonctionner l'usine. Alors, nous sommes à la Marie-Galante et nous avons dit aux producteurs et aux Marie-Galantais, mais comment voulez-vous construire une usine pour produire de l'électricité, une usine neuve, accolée à un outil industriel totalement obsolète? Mais la réalité est toute simple. Il s'agit de faire de Marie-Galante un pôle d'expérimentation pour la production d'électricité. Et d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, payer les producteurs de canne à sucre pour planter de la canne fibreuse et le sucre sera acheté au Brésil, à Cuba ou autre part, et fini la production de sucre, fini les emplois à la Marie-Galante. Voilà en fin de compte ce qui se cache derrière ça. Encore une fois, ce sont les multinationales, avec la complicité de l'État et des élus, qui sont en train de s'accaparer des ressources du pays. Et on vous dit, eh bien, vous allez produire de l'électricité. Et en même temps, production d'électricité, disparition des terres agricoles, pas en eau profonde, et votre nourriture qui arrive à Ouattara. Voilà ce qu'on vous promet comme avenir. Et à ça, le GTG et l'ensemble des organisations au sein du LKP, nous disons non, nous ne sommes pas d'accord. Un pays, la vocation première de l'agriculture du pays, c'est de nourrir ses habitants. Le développement économique et social de la Guadeloupe doit passer par la production, la préservation des terres, la production agricole et le développement de la transformation pour nourrir les habitants de la Guadeloupe. Et non pas attendre sur les carreaux en provenance du Ghana, du Cameroun ou bien d'Amérique du Sud pour nous nourrir. Voilà aujourd'hui la situation. Alors, face à tout ça, je vais quand même parler des prix rapidement. Nous avons réussi à faire signer avec les grossistes et
tous les magasins de M. Ayotte, de M. Despointes, etc. Ils ont signé des listes pour baisser le prix des produits. Alors, on était en grève, tout le monde était dans la rue, ils ont signé, on allait dans les supermarchés, on trouvait les produits. Puis quelques temps après, les produits ont commencé à disparaître. Et ils ont fait au mieux, ils ont changé le format des produits. Alors que ce produit-là n'existe pas, on vous met celui-là à la place, mais quand on regarde, en fait, la contenance a diminué. Fait quoi parce qu'il faut récupérer les sous. Pareil pour l'essence. L'essence a diminué. Et nous avons déposé plusieurs recours devant le tribunal administratif pour demander l'annulation des différentes annonces, au motif que le préfet avait augmenté les prix de l'essence sans respecter la législation. Figurez-vous que jusqu'à novembre 2010, il y avait un décret de décembre 2003 qui régissait la fixation des prix des carburants en Guadeloupe, Martinique et Guyane. Ce décret, par le gouvernement du LKP, a été gelé. Et figurez-vous qu'avant l'apparition du nouveau décret, novembre 2010, le préfet a augmenté l'essence à 4 reprises et dans son intervention et dans son arrêté préfectoral, il avait inscrit qu'il augmentait l'essence par anticipation de l'apparition du décret. Alors, on n'est pas avocat, je ne suis pas avocat, mais comment peut-on appliquer un texte qui n'existe pas? Eh bien, c'est ce qui a été fait. Et bien évidemment, nous avons déposé 4 recours devant le tribunal administratif pour les 2 premières augmentations. On a reçu 2 réponses du tribunal administratif qui nous disaient, on l'a fait au nom de l'UGTG, l'Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe, que nous n'avions pas intérêt à agir. Soit. Sauf que l'UGTG est membre de l'Observatoire des prix. Et l'Observatoire des prix, c'est un organisme qui est régulièrement consulté sur la formation, le contenu et la fixation des prix du carburant. Alors, si on n'a pas intérêt à agir alors qu'on nous consulte sur la formation des prix, à quel moment on aurait intérêt à agir? Nous avons déposé un recours devant la Cour d'appel de Bordeaux à la journée d'aujourd'hui, ça fait plus d'1 an et demi, pas de réponse. Nous avons déposé 2 autres recours suite aux 2 autres augmentations devant le tribunal administratif de Bastille. Là, ça fait pratiquement plus d'1 an et demi, pas de réponse. J'ai même déposé 2 recours en mon nom personnel, étant propriétaire de véhicule. Pas de réponse. Voilà la réalité aujourd'hui. La justice, l'État et les compagnies pétrolières, les profitants en général, se tiennent la main dans la main. Et le principal garant de la profitation, c'est l'État. Alors, pour revenir sur les prix des marchandises, nous avons obtenu par l'intermédiaire de M. Gégaud, M. Gégaud a accepté, de saisir l'autorité de la concurrence pour faire un rapport sur les prix des carburants et singulièrement sur les prix des marchandises. Et il en ressort de ce rapport que ce ne sont ni le transport, ni le coût des carburants, ni les taxes d'approche qui donnent des différences aussi importantes au prix. Et que dit le rapport de l'autorité de la concurrence? Le rapport de l'autorité de la concurrence dit qu'il y a des monopoles illégaux, qu'il y a des groupes commerciaux qui possèdent plus de 40% des surfaces commerciales. C'est illégal. L'autorité de la concurrence dit qu'il y a des marges abusives. L'autorité de la concurrence dit qu'il y a des clauses d'exclusivité qui sont illégales. Une clause d'exclusivité, c'est par exemple, vous aimez manger le fromage Roquefort pour ne pas faire de publicité. Eh bien, vous n'allez pas le trouver dans n'importe quel magasin. Il y a un distributeur exclusif de ce fromage-là en Guadeloupe et c'est lui qui fixe le prix. Alors, lorsque nous avons lu tout ça, nous nous sommes dit, tiens, eh bien là, il faut quand même épingler quelqu'un. Eh bien, mon Dieu. Aucun distributeur, aucun importateur distributeur n'a été sanctionné. Et M. Lasserre, président de l'autorité de la concurrence, est venu il y a quelques mois en Guadeloupe dire sur les antennes de Guadeloupe Première que la seule réponse, c'est la mise en concurrence. Un pays qui fait 1600 km², où nous avons des kilomètres et des kilomètres de centres commerciaux, parmi certainement l'un des plus grands centres commerciaux de la Caraïbe, détenu par la famille Ayotte, eh bien, M. Lasserre nous propose d'implanter d'autres centres commerciaux en Guadeloupe pour faire jouer la concurrence. Alors les Martiniquais ont essayé. Le groupe Leclerc s'est implanté en Martinique. Aujourd'hui, il est en redressement judiciaire, mais les prix n'ont pas baissé. Dans un récent rapport qui est sorti en décembre, l'écart de prix entre la France et la Martinique était de l'ordre de 84%
sur les produits. Les prix n'ont pas baissé, le groupe Leclerc a aligné ses prix. Tout simplement parce que les autres gagnent de l'argent. Moi, je ne vais pas gagner de l'argent. Et à ce moment-là, depuis 2009, nous avons demandé justement au gouvernement de fixer une liste de produits de première nécessité qui ne rentrent pas en concurrence avec la production locale et qui serviraient de base et que ce seraient des prix réglementés. L'article, si je me rappelle bien, M410-2 du Code de commerce permet de le faire. Ils l'ont fait en 1990 lorsque les prix à la pompe augmentaient. Ils ont refusé et on nous répète tout le temps, c'est la liberté des prix depuis 1986, il est hors de question de réglementer. Alors aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucun contrôle sur les prix. La seule chose qui est vérifiée, c'est l'incidence sur la santé des consommateurs. Mais autrement, vous pouvez acheter un produit à 1 € au Japon, en Chine, et le vendre 500 €, vous avez le droit de le faire. Et vous avez un contrat d'exclusivité. Une petite anecdote, j'ai mon petit frère qui est agriculteur. Il voulait acheter un petit tracteur qui coûte, dans les établissements Viviès en Guadeloupe, 85 000 €. Il s'est renseigné en France, il a trouvé le même tracteur, 45 000 €. Alors il a appelé, il a dit envoyez-moi les documents, on fait une affaire, 45 000 €. Avec le transport, je vais payer, ça va me revenir peut-être à 55 000 €, je gagne. Eh bien, la boîte en France lui a dit, mais monsieur, vous êtes en Guadeloupe, adressez-vous au groupe Viviès, nous ne pouvons pas vous l'envoyer. Contrat d'exclusivité. Et ça fonctionne pour tous les produits. Ça fonctionne sur tous les produits, sauf si vous avez des gens qui ont des contacts avec les centrales d'achat en Espagne ou autre part pour faire rentrer les produits. Et c'est ça sur lequel nous sommes en train de travailler avec les camarades au niveau du LKP. Alors, ils ont tout essayé. Cela fait maintenant 1 an que nous avons demandé audience au préfet, que nous avons demandé audience à Mme Rochard, que nous avons demandé audience à M. Lurel et à M. Gillot pour faire le point sur les accords. Dans le cadre de la commission de suivi, vous avez dans l'accord qui a été signé un point 165 qui prévoit la réunion de la commission de suivi avec les 4 signataires, des délégations des 4 signataires pour faire le point sur les accords. Depuis 1 an, le préfet ne nous répond pas, M. Gillot ne nous répond pas, M. Lurel ne nous répond pas, Mme Rochard ne nous répond pas. Ils se sont mis d'accord et refusent de rencontrer le LKP. Refusent toute discussion sur le protocole. Et quand on leur dit, mais ça n'a pas été réglé, ils disent, non, 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 ça a été fait. Alors aujourd'hui, on va prendre bien pour voir. À Guadeloupe, on entend aujourd'hui qu'il y a des tractations entre l'UMP et le PS. Alors on ne sait pas en Guadeloupe qui est-ce qui est proche, qui est ici, quoi qu'on fait. Peut-être que je pas peut-être plus mal. Mais aujourd'hui, on entend que M. Lurel va se présenter au Sénat en septembre. Et comme ça permettra à Mme Panchard de se positionner sur son poste qu'il va libérer dans la circonscription de Basse-Terre. Et en même temps, Mme Carapin sera soutenue par les socialistes sur la circonscription de M. Marcer comme sénatrice. Voilà la situation. Donc on comprend bien pourquoi aujourd'hui, tous ces gens-là sont contre le mouvement social, sont contre les organisations syndicales, et on ne les entend aucun élu sur la situation des travailleurs et sur la situation des conditions de vie du Guadeloupéen. À tel point, il y a un sondage qui est sorti il y a environ 4 semaines, vous pouvez le retrouver sur Internet, Calistat, qui est une petite structure qui fait des sondages en Guadeloupe. Mais le sondage révèle quoi? Le sondage révèle que 71% des Guadeloupéens ne font pas confiance aux élus. 71% des Guadeloupéens ne font pas confiance aux élus. Non seulement ils ne font pas confiance, mais ils ne vont pas voter non plus. Alors bien évidemment, on voit les gens qui se disent représentants du peuple venir à la télé, venir à la radio, mais ils savent très bien qu'ils ne représentent aujourd'hui presque rien. Voilà la réalité. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous aujourd'hui, nous avons privilégié, nous continuons à privilégier l'action de masse, la propagande, la diffusion de tracts, l'information. Nous faisons en moyenne 2 meetings par semaine, tous les mardis soirs, tous les vendredis soirs. Nous faisons des meetings d'information dans les communes, des réunions d'information, nous rencontrons des gens pour discuter avec les Guadeloupéens, pour discuter de la situation, mais également pour échanger, pour voir si notre analyse est juste, pour confronter notre analyse avec ce que disent les gens. Nous travaillons aussi sur des dossiers concrets. Par exemple, nous sommes sur le point de boucler un dossier sur la ferme de Campéchance bientôt, que nous allons ouvrir une ferme qui fait 32
32 hectares, où nous allons lancer un programme de formation, d'insertion et de production agricole. Nous sommes également en train de travailler sur un dossier pour une école. On n'attend pas sur la classe politique locale, ni sur l'État français pour faire une école adaptée aux Guadeloupéens pour nous permettre de réussir. Enfin, quand on a bien compris, personne n'a intérêt à ce que les Guadeloupéens réussissent, personne n'a intérêt à ce que les Guadeloupéens s'en sortent. Au contraire, plus on est dans la mer, plus ça arrange tout le monde. Et j'en veux pour preuve. Il y a des écoles qui font, comme ici, il y a des écoles qui font. Aujourd'hui, le collège de la Désirade, Petite-Île, au sud de la Guadeloupe, est quasiment presque fermé. L'hôpital de Marie-Galante va fermer. Des services à l'hôpital Saint-Paul à Bouillotte, à l'hôpital Bombardier à Pointe-Noire vont fermer. Le CHU, il n'est pas reconstruit. L'hôpital de Capesterre, la construction est arrêtée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en plein démantèlement du système de santé en Guadeloupe. Et que ceux, mais ce n'est pas Guadeloupe seulement, c'est ici aussi, et un peu partout. Ça veut dire quoi? Seuls ceux qui ont les moyens pourront se soigner. Et singulièrement ceux qui peuvent prendre l'avion. Le fameux syndrome du bruit. Vous prenez l'argent, vous allez vous soigner en France et vous revenez, vous êtes guéri. Pareil, nous avons des écoles qui ferment et on n'entend personne sur ces sujets-là. On n'entend personne sur ces sujets-là. On les entend sur l'article 73-74. On les entend sur le nombre de personnes qu'on va mettre dans la nouvelle collectivité à l'issue de la réforme territoriale de 2014. Alors, c'est 45. Aujourd'hui, on va il y a 81 élus, 40 au conseil général, 41 au conseil régional. Dans la réforme territoriale de 2014, il y en aura 45. Ça veut dire qu'il faut en éliminer combien? Une trentaine. Alors aujourd'hui, on est en train de voir qui est-ce qu'on va éliminer. Mais la situation des Guadeloupéens et des travailleurs guadeloupéens, ça n'inquiète pas les élus, ça de nouveau sur le fameux 73-74. Là encore, c'est un attrape-niveau. On essaie de nous faire croire que, oui, 73-74, responsabilité, il y en a même qui parlent d'indépendance, d'autonomie, sincèrement. L'article 73-74, c'est la Constitution française. Quand vous avez des habilitations dans le cadre de l'article 73, ça vous permet de légiférer sur certains points. Notamment, en Guadeloupe, ils ont demandé des habilitations sur les énergies renouvelables et la formation professionnelle. Quand vous avez des compétences dans l'article 74, c'est la même chose. Mais en fin de compte, je vais prendre un petit exemple pour caricaturer les choses. Vous emmenez votre fils acheter une paire de chaussures. Et vous lui dites, c'est 50 €. Tu prends les chaussures noires ou les chaussures bleues, mais tu ne dépasses pas 50 €. Qui est-ce qui a choisi? C'est votre fils. Vous avez fixé le cadre. Il va choisir la couleur, il choisit le modèle ou la couleur. Ça ne vous intéresse pas du moment qu'il reste dans les 50 €. Mais c'est ce que l'État français nous fait. L'État français nous dit, choisissez 72-74, je vais fixer le cadre et naviguer dans le cadre, mais vous faites ce que vous voulez. Mais à aucun, ce que je veux, mais à aucun moment, on ne nous a demandé ce que nous voulons comme projet économique de développement économique et social pour nos pays. Jamais on nous l'a demandé. Jamais. Imposé. Et en fin de compte, vous rendez compte que vous faites le jeu de l'autre et à aucun moment vous ne défendez vos propres intérêts. Alors c'est pour ça que nous ne disons ni article 73 ni article 74, mais un véritable projet de développement économique construit par les Guadeloupéens, pour les Guadeloupéens, dans les intérêts des travailleurs du peuple de Guadeloupe. Voilà ce que nous voulons. Dans tous les domaines. Et il y a beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, ces choses-là, le moyen que nous avons choisi, comme je le disais, c'est la mobilisation de masse. Le 15 décembre, le 14 et le 15 décembre, nous étions plus de 15 000 personnes dans les rues de Pointe-à-Pitre. 15 000 personnes rapportées à la population française, ça doit faire plus de 3 millions de personnes qui sont réunies dans le même lieu. Le préfet nous a fait dire, l'autorité préfectorale ne souhaite pas nous rencontrer. Ne souhaite pas nous rencontrer. Est-ce que ce serait produit en France? Peut-être, je ne sais pas. Mais en fait, quand on a bien compris, qu'il y a un conflit. Mais on a bien compris, il voulait une chose seule, que nous soyons violents pour mieux nous réprimer. Et
là, je profite pour saluer le courage des organisations, des personnalités des organisations de l'entente qui nous ont toujours soutenus. Et nous restons convaincus que si, en 2009, pendant les 44 jours du MKP, il n'y avait pas eu les témoignages de soutien, il n'y avait pas eu les caméras, des presses, France et d'autres pays du monde, sûrement que quelques-uns d'entre nous auraient fini en prison ou disparu. Car très tôt, ils ont commencé la diabolisation, la criminalisation de l'action que nous menons. Moi-même, j'ai fait l'objet de 2 informations judiciaires. Première information judiciaire sur la commission de meurtre. Ça n'a jamais été rendu public. Deuxième information judiciaire sur, comment on dit ça encore, incitation à la haine raciale et à l'extorsion de signature. Parce qu'on a dit qu'il faut que les béquets signent, que s'ils ne signent pas, eh bien, ils iront vendre leurs produits ailleurs. Oui, nous avons été racistes. Mais ils n'ont pas osé et ils n'osent toujours pas, tout simplement parce que nous bénéficions, et moi en particulier, d'un certain soutien populaire en Guadeloupe. Mais aujourd'hui, on le voit bien, tous ceux qui osent dire non, qui refusent l'ordre établi et qui disent qu'une autre société est possible et que nous ne voulons pas servir de marchepied dans ce système capitaliste et colonialiste, eh bien, ils font l'objet de la répression. C'est ainsi que nous avons pas moins d'une trentaine de nos camarades qui sont convoqués par la police, par la gendarmerie, qui sont mis en examen ou qui sont déjà passés au tribunal et qui sont condamnés à des peines d'amende, à des peines d'emprisonnement avec sursis et à même des peines de prison ferme. Raymond Gauthier, notre ancien secrétaire général, condamné à 3 mois de prison ferme, nous avons fait un recours en cassation pour laisser passer le temps et nous attendons la décision. Nous savons que la décision sera confirmée. Charlie Lando et José Benjus, alors figurez-vous, mais ça c'est la meilleure, José Benjus et Charlie Lando étaient mobilisés avec d'autres camarades dans un hôtel ATI, l'hôtel Fort Royal, un hôtel qui a la particularité d'être dirigé par un groupe suédois, le groupe Langlais, qui a signé une convention avec le conseil régional étant le propriétaire de l'hôtel. Nous avons demandé que la majorité du personnel soit d'origine guadeloupéenne. Dans un pays gangréné par le chômage, on a même ici hôteliers qui font des jeunes métiers. On a demandé que plus de la moitié des salariés soient guadeloupéens. Demander ça, c'est être raciste. Alors nous nous sommes mobilisés dans l'hôtel pour exiger que des Guadeloupéens soient embauchés dans l'hôtel. Alors figurez-vous qu'il faut venir des jeunes Suédois étudiants pour même pas payer au SMIC. Ils sont payés 300 € le mois et le complément c'est séjour au soleil et bénéficier de la plage de l'hôtel. Donc les jeunes Suédois sont aussi exploités. Il faut venir des jeunes Suédois pour assurer l'encadrement des Suédois qui viennent en vacances en Guadeloupe. Et nous nous sommes mobilisés. Eh bien, figurez-vous que ce jour-là, les forces de gendarmerie sont arrivées, ont attrapé nos 2 dirigeants, Charlie Lando, secrétaire général des travailleurs de l'hôtellerie, José Benjus, secrétaire général des travailleurs de l'hôtellerie. Ils ont été emmenés au poste pour agression et menace de destruction de l'hôtel. Un hôtel qui fait 7 étages. Alors, bien évidemment, à l'audience, le dossier était vide. Et la présidente, entre guillemets, a fait son boulot et elle a relaxé Charlie et José. Mais comme, lors de la garde à vue, ils ont refusé de donner leur ADN, ce que nous avons pris comme position, nous militants UGTG, nous ne sommes pas des délinquants sexuels, nous ne nous donnons pas notre ADN. Eh bien, ils ont été condamnés. Charlie Lando et José Benjus ont été condamnés à 1 000 € d'amende pour avoir refusé de donner leur ADN dans une affaire dans laquelle ils ont été relaxés. C'est extraordinaire. Eh bien, c'est ça aujourd'hui. En Guadeloupe, aujourd'hui, vous faites un billet de grève, la gendarmerie arrive, vous arrête, et le tarif pour le GTG, c'est 1 000 €. ADN, comme ils savent, on dit non, test ADN, non, ok, convocation criminelle, 1 000 €. Voilà. Et c'est systématique. Alors aujourd'hui, peine de prison ferme, peine de prison avec sursis, mais également de fortes amendes pour mettre la main à la poche. On a un camarade qui s'est fait condamner récemment. Il était au tribunal, je l'ai accompagné lundi matin. 8 000 € d'amende. Il y a un patron qui a dit, enfin, il a porté plainte parce qu'il a été séquestré. 8 000 € d'amende. Pareil. Alors, l'autre jour, je disais à un journaliste, il me disait de l'Express, je ne vais pas le citer. Ah oui, mais quand même, pendant le mouvement, il y avait des brigades qui venaient dans les entreprises et qui faisaient plein de choses et qui disaient de fermer. J'ai dit, mais qui vous a
oui, il y a quelqu'un qui nous a dit qu'elle a eu peur et qu'on a fait mettre au bout. Je dis quand même, 44 jours, pas un employeur, c'est une baffe, et vous dites qu'on a été violent. Alors que dans les mouvements en France, on voit, chacun fait ce qu'il veut, hein, et nous ne jugeons aucunement les luttes. Au contraire, nous sommes d'accord avec toutes les formes de lutte. Il y a des travailleurs qui menacent de faire sauter les entreprises. Il y a des travailleurs qui menacent de verser des produits chimiques dans des gouttes d'eau. Il y a des travailleurs qui prennent différentes initiatives. Imaginez si on va faire ça, on est mort. On est mort. On est mort. Ils nous tirent dessus et disent, voilà, ce sont des terroristes. Et c'est comme ça. Elle n'a pas osé le dire, mais la présence de Maître Karela Rouléchak était essentielle à ce procès l'autre jour. Et c'est parce qu'elle était là qu'on nous a laissé entrer dans le tribunal. Car habituellement, le tribunal est fermé, gardé par les policiers, les gendarmes sur le toit, et à l'intérieur de la salle, vous avez les policiers en civil. Voilà la réalité. Des procès, des faux procès publics avec des gendarmes. Et elle a été le regard de l'extérieur. Elle a été ce regard qui témoigne de ce qui se passe en Guadeloupe. Donc là, lorsqu'ils ont su qu'elle était là, parce qu'elle est venue la veille dans le tribunal pour consulter le dossier du parquet, eh bien, le lendemain, ils avaient prévu de faire une audience à huis clos, mais le lendemain, ils ont ouvert le tribunal et ils ont laissé rentrer les Guadeloupéens dans le tribunal pour que les Guadeloupéens puissent voir. Et ils étaient gênés, le procureur était gêné, le président du tribunal était gêné. On ne fait pas confiance. Ils ont mis leur délibéré au 9 août. Le 9 août, c'est le tour de la Guadeloupe. Ah bon? C'est le tour de la Guadeloupe. Alors pendant qu'on est en train de courir, parce que chacun a son service, pendant qu'on va sur le ils peuvent nous prendre n'importe quelle décision. Alors, il suffit pour un patron, singulièrement européen, dans un pays impliqué, de déposer plainte contre un militant du GTG pour que la plainte soit instruite. L'autre jour, le gérant de la distribution d'Amazon, il y a environ 3 mois, M. Damaso Hervé, sur un piquet de grève, il est venu, il a menacé de mort un de nos camarades. Nous sommes allés à la gendarmerie du Moule pour porter plainte. La gendarmerie du Moule a refusé de prendre la plainte. Nous avons écrit au procureur de la République pour porter plainte. À la journée d'aujourd'hui, pas de nouvelles. Mais il suffit pour un patron, et en l'occurrence, je prends l'exemple du patron de l'hôtellerie, M. Vion. Il a porté plainte devant la gendarmerie et il a dit que Charlie Landau et un autre camarade, Teddy Coupin, ont essayé de le tuer avec une balle de golf. Et ils ont forcé de l'eau dessus. Eh bien, les camarades sont convoqués devant le tribunal pour entrave à la liberté de réunion et ils en ont 3 ans de prison. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Donc, notre présence ici, c'est d'une part pour dire, pour lancer encore une reconnaissance à tout le soutien que nous apportent les organisations syndicales, les associations, les personnalités et tous les travailleurs de France et également du monde entier. Mais également, pour encore une fois lancer un appel à la solidarité pour les journalistes ne parlent pas trop de ce qui se passe en Guadeloupe. Nous n'avons pas tellement d'audience en Guadeloupe au niveau de la presse depuis quelques mois. D'ailleurs, c'est pour l'anecdote. J'ai été récemment réélu secrétaire général de l'UGTG. L'UGTG est la première force syndicale de Guadeloupe. Mais figurez-vous que Guadeloupe Première ne m'a jamais invité sur le plateau du journal télévisé. MCI ne m'a jamais invité. France Antilles ne m'a jamais interviewé. Ils ont reçu l'ordre. Et comme les directions de ces boîtes-là obéissent bien, et bien voilà comment ça se passe. Alors, mais ça ne nous décourage pas, au contraire, ça nous rend plus forts. Ça nous rend plus forts pour continuer à faire le travail. Donc, nous sommes ici, là, et j'étais à Genève, comme l'a dit le camarade Christian pendant 2 jours, pour réaffirmer notre combat pour la défense des conventions et des normes de l'Organisation internationale du travail. Également pour apporter notre soutien à tous les militants, toutes les organisations, tous ceux qui luttent, mais également pour faire un appel à la solidarité du mouvement ouvrier démocratique, pour jeter un œil sur ce qui se passe en Guadeloupe. Et je finirai sur l'année des Outre-mer. Parce qu'il faut que je dise quelque chose sur l'année des Outre-mer. Parce que je suis passé ce matin devant le jardin d'acclimatation. Alors, le jardin d'Outre-mer, ils ont parlé de ça en Guadeloupe, mais personne ne sait ce que c'est. Ils ont parlé de ça le jour du lancement. Et c'est choquant. C'est choquant
c'est insultant, c'est méprisant. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, en 2011, qu'on essaie de nous faire avaler ce genre de preuves. L'année des Outre-mer, c'est une opération séduction montée par M. Sarkozy pour ramasser les voix. Des ressortissants ultra-périphériques, comme on nous appelle. Mais c'est également dans le même esprit que les expositions coloniales des 18e et 19e siècles. Un moyen de montrer la grandeur de la France. C'est parce qu'à l'époque, rappelez-vous, on parquait les gens et puis on montrait, voilà notre mission, transformer cette bande de sauvages en humains. Voilà, on est toujours dans ce même cas-là. Et ça veut parler. Monsieur Sarkozy est venu en Guadeloupe le 9 janvier. Et je l'ai écouté et je l'écoute toujours très attentivement. Je l'ai écouté le 10 mai. Monsieur Sarkozy est venu en Guadeloupe et nous a dit qu'il nous faut digérer notre histoire. Il nous faut, en parlant de l'esclavage, il faut digérer notre histoire. Monsieur Sarkozy a dit le 10 mai, et il avait déjà dit lors de la campagne électorale en 2007, je crois que c'était à Avignon ou bien je ne sais plus où, il a dit qu'il ne faut pas qu'il y ait concurrence des mémoires. Alors, qu'il ne faut pas qu'il y ait concurrence des mémoires. Alors, pour moi, ce sont des propos très graves. Ce sont des propos très très graves. En Guadeloupe, il y a un fort Napoléon. En Guadeloupe, il y a des rues, des sections qui portent le nom des propriétaires d'esclaves et des esclavagistes. En France, qui est-ce qui accepterait une rue Himmler? Oui! Oui! On tape le frère! On tape le frère! On tape! Reste! Oui, frère! Nous sommes dans la guerre. Sans violence. Monsieur Sarkozy a dit le 10 mai que jamais nous n'avons demandé de réparation. Monsieur Sarkozy a parlé de la Périgord. Il a parlé de Victor Churchill. Mais il n'a jamais parlé d'Ignace, de Massoto, de Soumitu, de Malherbe. Oui! Comment? Monsieur Sarkozy n'a jamais dit que ce sont les esclavagistes qui ont été indemnisés. Ce sont les esclavagistes qui ont été indemnisés pour un crime. Alors, qui a commis le crime, on ne sait plus. Puisque ce sont les esclavagistes qui ont été indemnisés pour un crime reconnu, crime contre l'humanité en mai 2001. Voilà la réalité. M. Sarkozy a également nommé les noms d'Aimé Césaire et de Gaston Monnerville comme étant des fruits de la colonisation de la République grâce à la République. Et voilà des hommes de couleur qui sont devenus, entre guillemets, des hommes. Quand on dit homme de couleur libre, c'est pas un homme, c'est un homme de couleur, c'est pas la même chose. Alors, je vais finir pour dire que non, il y a des propos qu'on ne peut pas accepter. Je crois que tout le monde vit avec tout le monde. Nous ne sommes pas tous ici ni responsables ni coupables de cette histoire. Mais nous en sommes les héritiers. Et tant que nous pouvons faire des choses pour réparer, nous devons le faire. Et la première des choses, c'est la connaissance historique. La connaissance réelle de notre histoire, ce qui s'est passé, que vous soyez Guadeloupéen, Français, de la Dordogne, de l'Alsace, de la Martinique, de la Guyane, tout le monde doit connaître la vérité sur la traite négrière, sur la colonisation, doit connaître la vérité et non pas chercher encore une fois à nous dire que nous sommes nés en 1848 et que c'est grâce à
les capitalistes, et nous avons en face de nous les colonialistes, souvent les mêmes. Et notre combat est double. Nous luttons, comme on dit chez nous, pour déchouquer l'exploitation capitaliste et colonialiste. Voilà la réalité. Et je le redis, nous avons fait le choix de la lutte de masse. Nous avons fait le choix de discuter, de parler, de mobiliser en conscience. Nous avons fait le choix de réunir les travailleurs. Nous avons fait le choix de chercher l'unité la plus large avec les organisations, l'ensemble des organisations. Ce n'est pas facile. Ça n'a pas été facile. Le LKP n'est pas né de coups de baguette magique. Il s'agit d'une construction qui remonte, je ne sais pas depuis quand, qui est faite de succès et d'échecs, mais qui a quand même pris en 2009. Et nous continuons à l'entretenir pour continuer la lutte. Il est essentiel justement de se rassembler. Et c'est quand nous sommes rassemblés que nous arrivons à faire bouger les lignes. Quand nous sommes ensemble, alors l'unité ne veut pas dire uniformité. L'unité ne veut pas dire uniformité, ni se fondre dans l'autre. Donc, avec nos différences, nous pouvons nous mettre ensemble pour frapper sur des choses déterminées et aller de l'avant. C'est ce que nous continuons à faire. La solidarité, mais surtout l'unité et la solidarité du mouvement ouvrier, des travailleurs, plus largement des travailleurs et des peuples, pour déchouquer l'exploitation capitaliste, l'exploitation colonialiste. Et sûrement, ensemble, nous construirons une Guadeloupe plus juste, plus équitable, mais pas une Guadeloupe seulement, un monde. Car ce que nous faisons, c'est une proposition Debout! 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 Vous êtes boumés! Ok, de mon temps! Comme nous l'avons dit, ce meeting est destiné à informer, à expliquer, mais aussi à organiser. Et organiser tout particulièrement la poursuite du combat de solidarité avec les militants guadeloupéens poursuivis par la répression. Le camarade Élie Domota a fait référence à l'entente internationale des travailleurs et des peuples. Je voudrais, au nom de l'entente et au nom du GTG, conjointement présenter des propositions concrètes à cette Assemblée pour la poursuite de la campagne. Avant cela, je voudrais simplement rappeler ce qu'est l'entente internationale des travailleurs et des peuples. Un rassemblement large, ouvert, flexible, d'organisations ouvrières, politiques et syndicales, d'organisations qui combattent pour l'émancipation nationale. Un regroupement qui s'est constitué depuis plus de 20 ans avec un objectif commun, inscrit dans son manifeste, la lutte contre la guerre et contre l'exploitation. Nous étions hier à Genève et nous avons appris que la classe capitaliste voudrait aujourd'hui exiger des organisations syndicales, qu'elle renonce à défendre les intérêts des travailleurs et qu'elle participe à ce qu'ils appellent la bonne gouvernance, c'est-à-dire accompagner et prendre en charge elle-même les mesures de destruction que dans tous les domaines, les exploiteurs veulent imposer aux travailleurs et au peuple en conséquence de la crise de leur propre système. Et nous avons bien évidemment constaté que lorsque les organisations ouvrières refusent de s'intégrer, lorsque les militants refusent de se transformer en instruments des gouvernements et de la classe capitaliste, alors lorsque celle-ci n'a pas d'autres moyens, elle a recours à la répression. Dans la conférence de Genève hier, nous avons été amenés à entendre des militants chinois expliquer le difficile combat pour organiser des syndicats ouvriers indépendants contre les multinationales,
dans un régime qui leur refuse tout droit. Nous avons entendu les militants faire état de la situation de cet ouvrier russe syndicaliste en prison depuis 2 ans pour avoir cherché à constituer un syndicat indépendant. Nous avons entendu les syndicalistes du Pakistan expliquer que les droits syndicaux les plus élémentaires étaient violés dans leur pays. Et nous avons bien sûr entendu Elie de Motta rapporter la situation sur la Guadeloupe. Et nous avons pris des décisions ensemble. C'est ainsi que dans cette conférence, le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs d'Algérie, le camarade Abdelmajid Sidi Saïd, a pris l'engagement solennel d'aider à déposer une plainte au nom de l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe devant le comité des libertés syndicales de l'Organisation internationale du travail pour accuser la France de faire obstacle à l'exercice de la liberté syndicale en Guadeloupe. Je ne peux pas en faire la liste, mais cherchez, et c'est présent dans l'appel qui vous a été distribué, cherchez à rassembler, à lier ensemble tous les combats pour la défense de la liberté syndicale, la liberté des syndicats dans chaque pays de pouvoir revendiquer, de pouvoir négocier, de pouvoir faire grève, de pouvoir faire respecter les conventions de l'Organisation internationale du travail, de pouvoir faire respecter les conventions collectives, les codes du travail et les statuts. Mais nous avons, nous, en France, dans ce combat qui est un combat international contre la répression et l'exploitation, nous avons, s'agissant de la Guadeloupe, une responsabilité particulière. C'est notre gouvernement qui impose l'ordre colonial au peuple guadeloupéen. C'est notre gouvernement qui impose le pillage. Alors, camarades, vous avez entendu ce qui peut sembler incroyable. Comment l'État colonial, comment le pouvoir des béquets, comment l'administration se permet en Guadeloupe de violer ses propres normes, ses propres accords, ses propres lois, dans des termes et dans des proportions que pour l'instant, semble-t-il, elle n'a pas encore utilisées en France, pour l'instant. Mais nous comprenons très bien qu'une classe capitaliste française et un gouvernement français qui se permet ces violations de sa propre légalité contre les syndicats en Guadeloupe se le permettra demain contre les syndicats en France. Et que de ce point de vue, arrêter le bras de la répression et de l'exploitation en Guadeloupe, c'est aider au combat dans ce pays contre l'exploitation et la répression. Il y a en France comme dans